Et on pourra donc nous voir aujourd'hui dans toute la galaxie. C'est d'ailleurs, je le souligne, le premier événement intergalactique du TIES. C'est quand même un grand moment. L'émotion m'étreint. La mesure de l'impact social, c'est un sujet de plus en plus en vogue. En économie sociale, ce sujet tend à influencer les pratiques en cours, suscite des fois un engouement, mais aussi des fois de la méfiance. Après 3 ans de travaux sur ces questions, le TIES, avec ses partenaires, vous propose donc une journée de convergence pour faire le point sur les potentiels et les limites de la mesure d'impact pour l'économie sociale. Tout au long de la journée se succéderont des conférences, des tables rondes, des ateliers, des commentaires. Et en fin de journée, on dévoilera la déclaration sur l'évaluation et la mesure d'impact social adoptée par les conseils d'administration de plusieurs organisations au Québec et depuis quelques jours au Canada anglais aussi. Pour l'animation, mes collègues Émilien Gruet et Marie-France Bellemare se succéderont tout au long de la journée. Il y aura bien sûr un repas sur l'heure du midi. Et pour les assoiffés de discussions informelles, un cocktail clôturera l'événement. Les organisateurs du forum, je fais mes messages avant pour laisser à M. Baudry le temps de se préparer, de se mettre dans sa bulle. Les organisateurs du forum souhaitent remercier les partenaires financiers de l'événement, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MEI, les Journées de l'innovation de l'École des sciences de la gestion à l'UQAM, la Ville de Montréal, la fiducie du chantier de l'économie sociale et le réseau d'investissement social du Québec. Petite information, on va prendre des photos au cours de la journée. En principe, vous avez signé un papier autorisant ces prises de photos. Donc, ne vous surprenez pas si vous voyez des acrobates passer en prenant des photos. C'est normal. Je vais vous souhaiter une bonne journée. On pourra peut-être évaluer dans quelques années l'impact qu'elle a eu sur nous tous et nous toutes. Et pour amorcer cette journée, j'aimerais maintenant inviter M. Robert Baudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design, à venir prononcer un mot d'introduction. Bonne journée. Non, je suis vraiment dans ma bulle, en fait, parce que je me sens en famille aujourd'hui. Je veux dire, je suis arrivé, puis je vois déjà des visages que je reconnais, des visages avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Je suis vraiment fier d'être ici aujourd'hui, de voir cette convergence-là, des entreprises d'économie sociale, des organismes, des fondations, des individus, des chercheurs aussi, pour cet événement-là. Je félicite les artisans de cette journée-là aussi de contribuer à outiller ces entreprises d'économie sociale-là, justement, pour quelque chose de très important qui est la mesure des impacts sociaux. Bon, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, j'ai travaillé dans le domaine communautaire pendant 15 ans, essentiellement en itinérance. Si j'y étais toujours, je pense que j'aurais participé avec grand enthousiasme à cet événement-là toute la journée. D'ailleurs, quand je regarde mon agenda, j'aurais préféré participer à cet événement-là toute la journée, mais malheureusement, je ne pourrais y être. Mais c'est certain que je vais suivre avec attention. Il y a des gens de la Ville de Montréal qui sont ici là, et qui vont suivre avec attention l'étendue des travaux qui va être mise en place. D'autre part, par contre, je suis content que la Ville de Montréal et en fait, pour ma part, qu'on ait pu s'impliquer de façon différente et facilitante dans la mise en place de cet événement-là, surtout en contribuant en faisant venir des personnes de l'international, mais aussi je suis très content de voir qu'il y a une convergence avec d'autres provinces canadiennes aussi, parce que les enjeux sont souvent les mêmes et se recoupent. On a tendance des fois à regarder ce qu'on fait chez nous, mais il faut se tourner vraiment vers les autres provinces. Le reste du Canada a plein aussi de possibilités à nous offrir. Bon, je pourrais vous dire que l'économie sociale, c'est 2 milliards de revenus. Je pourrais vous dire que c'est 65 000 employés. Je pourrais vous dire que c'est des entreprises qui durent 19 ans et plus. Mais ces données quantitatives-là, que valent-elles si on n'a pas de qualitatif après pour les observer sur un spectre de l'économie sociale, justement? L'impact qu'ont ces données-là sur notre communauté, quelles sont-elles? Souvent, on va le sentir de façon intangible, mais elles sont toujours réelles et je sais pour les avoir vécues, pour les avoir vécues.
Mais c'est pour ça que la Ville de Montréal et le Service du développement économique, on a décidé de mettre le pied sur l'accélérateur aussi en économie sociale, en mettant en place un premier plan d'action issu de notre stratégie Accélérer Montréal, un plan d'action qui est chiffré. C'est 16,9 millions de dollars qu'on va investir dans l'économie, dans l'innovation sociale, pour le déployer sur notre territoire, justement, pour que ça ait un impact autant économique, mais aussi un impact sur les milieux de vie, sur nos communautés, parce qu'on ne s'en cache pas, c'est le même combat que la Ville mène et que les entreprises d'économie sociale mènent, qui est celle de créer des milieux de vie attractifs, des milieux de vie diversifiés, des endroits où les possibilités sont infinies. Il est sain, je trouve, que les entreprises d'économie sociale saisissent tous ces enjeux-là sur la quantification des impacts, parce qu'on aura beau dire, là, on pense que c'est des fois des choix techniques, mais c'est souvent des choix politiques qui poussent la Ville de Montréal à évaluer les enjeux, les impacts de l'économie sociale quand on décide de supporter un tel ou un autre tel projet. Donc, il faut qu'on puisse donner des ressources aux politiques que nous sommes pour prendre ces décisions-là afin d'encore plus orienter l'évaluation des projets que nous recevons de jour en jour et pour optimiser cette innovation-là et cet impact social qu'on a sur nos communautés. La Ville de Montréal est en réflexion à ce niveau-là et je vous en donnerai 3 exemples concrets. Au Service du développement économique, on fait une évaluation sur les retombées des investissements qu'ont Montréal sur les projets dans lesquels on investit. Le Service du développement social est en train de faire une réorganisation aussi pour créer une division sur l'évaluation et la Ville de Montréal fait actuellement un chantier d'apprentissage sur l'innovation sociale. Donc, votre forum et le travail des 3 dernières années que vous avez mis en place et la déclaration qui va suivre, je pense qu'elle arrive au bon moment. Un moment où on peut influencer les décideurs politiques, où on peut nous influencer à intégrer l'évaluation de ces mesures d'impact-là pour ouvrir nos perspectives. Donc, écoutez, je me retrouve, moi, personnellement, et la Ville de Montréal se retrouve dans ce processus de co-construction. Je vous souhaite une excellente journée de forum. Je vous remercie pour votre travail, pour votre engagement envers l'économie sociale et envers nos communautés qui seront, je l'espère, meilleures. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous y sommes. Je pense qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui ne remettront pas en cause ma sincérité quand je vous dis que je suis très heureux d'être ici avec vous tous pour lancer ce forum sur l'évaluation et la mesure d'impact social. Je m'appelle Émilien Gruet, je suis conseiller en transfert au TIES et c'est moi qui ai eu le plaisir de coordonner nos travaux sur ces questions depuis 3 ans. Alors initialement, nous souhaitions laisser un maximum de place à nos invités pour profiter de leurs riches expériences aujourd'hui. Mais au dire de certains de nos partenaires, il semblait important tout de même de mettre en contexte un peu cette journée, de présenter nos travaux depuis 3 ans. Et c'est ce que je vais m'attacher à faire, tenter de résumer 3 ans en 15 minutes. Vous pouvez me souhaiter bonne chance. Alors, vous pourrez méditer sur le titre du forum. On trouve qu'il était bien trouvé. Je commence par une petite mise en contexte. Vincent l'a dit, depuis quelques années, il y a un véritable buzz autour de la notion d'impact social et autour des questions liées à son évaluation et à sa mesure. On est face à un sujet très en vogue qui soulève de nombreux questionnements chez les acteurs de tous ordres. Cette montée en puissance de la mesure d'impact est révélatrice en fait de la montée en puissance d'une certaine vision du traitement des questions sociales. On pense que c'est important de le souligner. Cette vision objective les problèmes sociaux en les abordant comme des problèmes techniques, comme si pour chaque défi social, nous pourrions, grâce aux bons outils de mesure, grâce à la bonne technique, à la meilleure méthodologie, trouver la solution optimale. La réalité, on va le voir, est beaucoup plus complexe que cela. Et c'est ce qu'on a tenté de mettre en lumière, en bonne partie, à travers nos travaux au TIES depuis 3 ans. L'un des messages au cœur de nos conclusions, c'est qu'il n'y a pas de réponse à la fois optimale et universelle que l'on peut offrir à ceux qui s'interrogent sur leur impact. Et donc, en fait, sur leurs valeurs et en définitive, sur ce qu'ils sont.
Et donc on a ici une question identitaire. À vrai dire, le fait qu'il n'y ait pas une réponse, nous devrions tous nous en réjouir. Parce que s'il y avait une seule réponse, une seule solution objective aux questions sociales, on peut se demander ce qu'il adviendrait de la démocratie. Alors s'il n'y a pas une réponse, c'est donc qu'il y a des choix à faire. Comme on voit, ils sont multiples. Qu'est-ce que je dois évaluer exactement? Qui doit décider comment cette évaluation sera menée? Avec qui? Qui sera impliqué dans ce processus? Qui doit participer? Comment et par qui seront utilisés les résultats de cette évaluation et pourquoi? Pourquoi faire? Ces choix, selon comment on les fait, selon comment on répond à ces questions, peuvent nous amener, nous et nos organisations, dans de multiples directions, parfois opposées, et d'où, encore une fois, cette question identitaire. Fondamentalement, tenter d'évaluer l'impact social revient à porter un jugement sur la valeur sociale d'une action ou d'une organisation. Et un exercice d'une telle importance se doit d'être mené de manière concertée et participative, car il nous amène vite, comme je l'ai dit, à nous poser des questions identitaires. Et sur ce point, il nous apparaît essentiel que les acteurs de l'économie sociale se définissent eux-mêmes avant de se faire définir par d'autres. Alors maintenant, je vais tenter de vous parler un peu de ce qu'on a fait depuis 3 ans et de comment on l'a fait, nos apprentissages, ce qu'on en retire, et notre modeste contribution aux acteurs qui réfléchissent à ces questions. On peut résumer en 3 grands objectifs ce qui nous a poussé à mener ces travaux, 3 grands objectifs de ces travaux au TIES. Le premier était de faciliter la compréhension pour les acteurs d'économie sociale de ce monde, comme je l'ai dit, assez complexe. Le deuxième, sur cette base d'une meilleure compréhension, faciliter leur orientation, puisque comme je viens de le dire, il y a des choix à faire qui peuvent nous orienter dans un sens ou dans l'autre, et c'est important que ces décisions puissent être faites par les acteurs de manière aussi éclairée que possible. Et enfin, renforcer une communauté de vision, et je pense que cette journée est un des points d'orgue en fait de ce travail, de cet objectif. Donc renforcer une communauté de vision autour de ces notions et plus largement en fait autour de ce qu'elles impliquent pour l'économie sociale. À l'instar de notre mission au TIES, donc ça a été 3 ans de veille, de liaison et de transfert. Et je résumerai le processus qu'on a suivi en 4 points. D'abord, quand on se lance dans un processus, dans un projet au TIES, on ne peut pas ne pas commencer par une synthèse de connaissances. C'est ce qui a été fait de manière remarquable, je tiens à le dire, par notre ancien collègue Gabriel Salaté-Beaulieu, que je salue, peut-être qu'il nous regarde en visioconférence. Un travail remarquable et aussi remarqué, puisque suite à un mandat que nous a donné l'Institut des Nations Unies pour la recherche en développement social, il a été recruté là-bas pour travailler sur les mêmes questions, donc il nous regarde de Genève, on peut le saluer. Deuxième chose, sur la base de cette synthèse de connaissances, tout de même plus axé sur une revue de littérature et donc des contenus théoriques. On a travaillé à une mise en dialogue entre ces connaissances et celles issues plus des pratiques du terrain. Et ceci s'est fait pour bonifier bien sûr ces connaissances, mais aussi pour développer ce qu'on appelle dans notre jargon nos outils de transfert. Donc ça s'est traduit par une quinzaine d'ateliers qui réunissaient des chercheurs, des experts en évaluation, des entreprises et qui tentaient comme je l'ai dit, à la fois bonifier ces connaissances et préparer les outils que je vais vous présenter à la fin de la présentation. On a également animé et on anime toujours une communauté de pratique avec une douzaine d'entreprises qui se réunissent régulièrement et qui nous permettent d'affiner nos messages, nos outils pédagogiques et de s'assurer qu'ils répondent aux besoins des acteurs de l'économie sociale. En 3e point,
la diffusion, le transfert, l'appropriation des connaissances, ça ne se limite pas à la diffusion, c'est une évidence, mais la diffusion reste partie intégrante du transfert. On a essayé de répondre à un maximum d'interpellations qu'on nous a faites pour participer à des discussions de 10 à des forums de 1600 personnes. Et enfin, en termes de processus, je dirais qu'il n'y a rien de mieux quand on parle de transfert, quand on parle d'appropriation des connaissances, que le faire ensemble. Et c'est là aussi, je pense, une des façons de faire, comme le disait Vincent, d'arriver à travailler ensemble avec nos partenaires, les acteurs de l'économie sociale. Et je pense que le processus qui a mené à ce forum et à l'écriture de cette déclaration est assez révélateur et a permis une appropriation des connaissances chez les acteurs. Alors, que retenir de ces travaux? Difficile de ne pas faire un petit détour par les aspects de définition. Je vais essayer de faire vite. Grosso modo, on définit la mesure d'impact social au TIES de deux façons, pour la définir et la situer par rapport à l'évaluation. La première, c'est une définition stricte, selon laquelle la mesure d'impact social revient à évaluer de façon quantitative, puisqu'on parle de mesure, les effets à long terme, c'est comme ça qu'on définit l'impact, attribuables à une intervention. Alors si on prend cette définition stricte, on voit que la mesure d'impact social, la petite bulle, ne constitue en fait qu'une toute petite partie du vaste champ de l'évaluation. Maintenant, si on prend une définition qui est je dirais, plus d'usage, peut-être moins précise en lien à la définition stricte de chaque terme, on pourrait dire, et je pense qu'on lui préfère celle-ci, que la mesure d'impact social réfère à un ensemble de pratiques qui visent à décrire et évaluer, et non pas seulement mesurer de manière quantitative, à court et à moyen terme, et pas seulement à long terme, puisque je pense qu'on le verra aujourd'hui, le long terme c'est extrêmement difficile à aborder d'un point de vue méthodologique, des effets qui découlent d'une intervention, et pas uniquement que cette intervention peut s'attribuer, peut souligner un lien de causalité, qui est lui aussi méthodologiquement très difficile à mettre en relief. Alors si on prend cette définition, on voit que finalement la mesure, voire en fait l'évaluation, là ça se mêle, d'impact social occupe une place beaucoup plus importante dans le champ de l'évaluation. Rapidement ici, je ne sais pas si tout le monde peut arriver à voir, c'est un modèle logique, en tout cas c'est celui qu'on a reformulé au TIES. Ce que je voulais montrer ici, en parlant de nos apprentissages, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui mènent à l'impact, aux effets de long terme. De l'évaluation des besoins, à la définition des objectifs et à la pertinence de ces objectifs, au processus, aux premiers effets de court terme, etc. Ce que je veux dire ici, en fait, c'est que l'impact, c'est important, mais il n'y a pas que ça qu'il est important d'évaluer. L'évaluation des besoins peut aussi être fondamentale. Les processus qu'on va suivre sont eux aussi tout aussi importants, voire plus. Et comme disait Confucius, et non pas Lao Tse, Vincent, le chemin est parfois tout aussi important que la destination. Alors, du concret, qu'est-ce que finalement, comme je l'ai dit, quelle est notre modeste contribution après ces travaux? Je dirais que principalement, c'est l'espace web qu'on a constitué à travers cette synthèse, à travers chaque atelier de co-construction, à travers la communauté de pratique, etc. Où vous pourrez, je l'espère, trouver des réponses. À la fois, ça a été un petit peu le jeu d'équilibriste qu'on a mené, à la fois simple, pédagogique, on l'espère, et rigoureuse. Des réponses à vos questions sur les méthodes, sur les indicateurs, sur le vocabulaire employé, sur l'histoire de la discipline, sur l'histoire et sur l'actualité. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, bien sûr, sur les grands enjeux. On l'a nommé, ce sont des questions politiques. Et il y a des enjeux et également des belles opportunités à réfléchir à ces questions. Alors, Passerelle, je parlais d'actualité, de veille. Passerelle, c'est pas sorcier, même si c'est quand même un peu magique. C'est une plateforme que le TIES a développée, pas uniquement pour ce projet, mais
qui a un grand potentiel et qu'on a essayé d'exploiter au maximum au sein de ces travaux. Passerelle, c'est une bibite élevée en plein air de transition, au bon grain québécois de la transformation sociale. C'est un mélange entre un réseau social et un système d'archivage de données. Donc c'est un mélange entre Facebook et Dropbox. Et ça nous a permis, au sein du projet d'évaluation et mesure d'impact social, de cataloguer, on voit ici qu'il y a 177 ressources, parmi les 800 qui ont été revues minutieusement par notre collègue Gabriel, de les cataloguer, de les classer en rapports, en guides, en études de cas, en fiches. On a fait une petite curation pour vous, en identifiant celles qu'on jugeait les meilleures. Puis ici, pour ceux qui ont des bons yeux, on voit une des dernières en date que j'ai faite récemment, l'état des lieux de l'évaluation dans le secteur caritatif canadien, que nous a offert Imagine Canada avec ses partenaires, qui est une étude remarquable, et Gabriel depuis Genève le souligne d'ailleurs. Et donc vous voyez que c'est bien à la fois un système d'archivage et un outil qui permet de dialoguer. Et on espère que, et c'est une invitation que je vous fais tous, cet outil pourra, notamment pour cette thématique, contribuer à un besoin de dialogue, d'échange entre acteurs de tous ordres qui s'intéressent à ces questions. Et puis, dernier leg en date, je ne vais pas en dire trop, mais voilà, c'est la déclaration de Montréal sur l'évaluation d'impact social qu'on dévoilera cet après-midi. Merci à tous. Avant de m'échapper, je change de casquette. Et pour la suite de la matinée, j'ai le plaisir d'introduire ici notre conférencière d'ouverture, Madame Marthe Nissen, qui nous vient de Louvain en Belgique. Marthe Nissen est professeure d'économie sociale à l'Université catholique de Louvain et membre du Centre interdisciplinaire de recherche Travail, État et Société, CIRTES. Son travail se focalise sur les approches conceptuelles de l'économie sociale et de l'entreprise sociale et sur les liens de ces organisations avec l'État, le marché et la société civile dans divers champs d'activité. Elle coordonne, avec Jacques Defourny, le projet XM, International Comparative Social Enterprise Models, auquel participent quelques 230 chercheurs et 55 pays répartis dans le monde. Elle était membre fondateur et est actuellement présidente du réseau de recherche international EMES. Alors, je pense qu'on peut lui faire une belle main d'applaudissements. Et je vais lui laisser la parole. Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir d'être ici ce matin parmi vous et pour cet accueil toujours chaleureux que je trouve à Montréal. Et en effet, comme il a été dit ce matin, il y a de nombreuses convergences de débats. Cette question de l'impact social traverse aussi le champ de l'économie sociale en Belgique, en France et ailleurs. Et vous verrez ce que je vais dire, il y a vraiment des convergences avec ce qu'Emilien a soulevé. Et j'ai aussi un challenge puisqu'on m'a donné 20 minutes. Donc j'ai plus structuré des questions que donné des réponses. Mais je pense que c'est bien la position qu'il faut avoir par rapport à ce débat. Il n'y a pas une réponse miracle, mais il s'agit de se poser les bonnes questions. Alors voilà la structure de mon exposé. Il me semble important d'abord de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit cette question de l'appréhension de l'impact social. Le contexte n'est pas neutre. Le fait que cette question émerge aujourd'hui peut s'expliquer par la montée de nouveaux outils, et je vais en dire quelques mots. Ensuite, mais Emilien l'a très bien fait, donc je pourrais aller très rapidement, c'est de dire mais de quoi parle-t-on quand on parle d'impact social, hein? C'est une notion polysémique, et donc chacun a un peu sa petite idée, donc c'est important de donner quelques balises. Ensuite, quelques balises sur le processus de cette appréhension de la mesure de l'impact social. Et enfin, et c'est extrêmement important, terminer sur une question plutôt de débat qui se situe à des niveaux multiples, épistémologiques, politiques, organisationnels et méthodologiques.
Et il est vraiment important de se poser ces questions à ces différents niveaux si on veut vraiment saisir les enjeux sous-jacents à cette question de l'impact social. Un contexte particulier que vous connaissez bien, c'est l'évolution des modes de financement des pouvoirs publics qui de plus en plus adoptent des formes contractuelles de modes de financement où il y a une mise en concurrence des acteurs de l'économie sociale, mais aussi avec les acteurs du secteur privé à but lucratif, voire du pouvoir public. Et donc, ce sont toutes les méthodes inspirées du New Public Management, donc le fait d'importer des méthodes du privé dans la gestion des financements publics. Nouveaux acteurs aussi du point de vue des investisseurs privés. Nouvelle forme de philanthropie, philanthropie à risque, venture philanthropy, mais aussi nouveaux modes d'investissement, investisseurs qui cherchent un double rendement social et économique de manière concomitante. Et donc, ces investisseurs cherchent des effets qu'ils espèrent bien sûr positifs, mais surtout des effets mesurables pour pouvoir mieux comparer le fruit de leur investissement. Mais il y a aussi une tendance importante dans les entreprises d'économie sociale elles-mêmes, qui sont à la quête de mieux saisir leur performance sociale. Elles ont une contrainte de viabilité économique beaucoup plus forte, et donc il est important de pouvoir mieux évaluer, piloter cette question de performance sociale qui doit faire résonance à leur mission sociale. Et donc il y a un vrai enjeu de gouvernance, de meilleure gouvernance, de mieux évaluer pour atteindre sa mission sociale. Et donc on peut dire que cette évolution de ces différents acteurs, qu'ils soient de type public, privé ou les entreprises d'économie sociale elles-mêmes, lance des défis en termes d'asseoir mieux sa légitimité, de rendre des comptes, mais aussi pour attirer des financements, qu'ils soient privés ou publics, mais aussi pour assurer une meilleure gouvernance pour les entreprises d'économie sociale elles-mêmes. Alors, ce contexte est-il source de risques ou d'opportunités? On a tendance, et c'est vraiment important, de souligner les risques. Alors, j'en ai listé 3, il y en a certainement d'autres. Un premier risque est le risque de standardisation. À vouloir tout mesurer, comparer, on pourrait avoir une tendance à vouloir standardiser un foisonnement de pratiques autour de quelques indicateurs miracles, au risque de laisser sous le radar peut-être des réalisations très importantes des acteurs de l'économie sociale. Cet effet de standardisation peut s'accompagner d'un effet de sélection, et de sélection en fonction de ce qui est observable, voire quantifiable. On sait bien que quand on parle d'indicateurs, quelque part, à un moment, il faut de l'information, souvent quantitative, mais pas uniquement. Et donc, il y a un risque de laisser sur le bord du chemin peut-être des effets plus diffus, mais néanmoins très importants dans la mission sociale des entreprises d'économie sociale. Et enfin, de manière logique, ces différents effets peuvent avoir un impact sur la boussole de l'organisation. Ces différents indicateurs peuvent devenir la boussole qui dit tout, qui donne l'orientation et qui donc dirige l'organisation de l'économie sociale vers ces indicateurs, au risque à nouveau de laisser des effets peut-être moins quantifiables sur le côté, dans lesquels on investit plus de ressources puisqu'il n'y a plus moyen de les mesurer, ils ne constituent plus la boussole de l'organisation. Donc les risques sont bien réels, mais il y a sans doute aussi des opportunités. On sait que la question de la légitimité des acteurs de l'économie sociale, légitimité par rapport au pouvoir public, mais aussi au secteur privé à but lucratif, est réellement importante. Et donc peut-être que cette question de l'évaluation de la performance sociale est une manière d'asseoir de manière plus affirmée sa légitimité et sa valeur ajoutée dans le développement d'une économie qu'on veut vraiment plurielle. Ça permet aussi de développer une culture de l'évaluation qui est nécessaire. Il est important de s'interroger sur ces pratiques en mobilisant les parties prenantes. Émilien l'a dit, il s'agit de co-construire une évaluation avec les parties prenantes à l'intérieur de l'organisation, que ce soit les travailleurs, le conseil d'administration, pourquoi pas les bénéficiaires, mais aussi les parties prenantes extérieures, que ce soit les financeurs ou les membres de l'écosystème. On a parlé, je ne sais plus le terme qu'a utilisé Émilien, la chaîne de valeur ou la chaîne de production, donc je vais y revenir de manière très rapide.
toute entreprise mobilise des ressources en travail, en capital, pour développer une activité qui mobilise ses ressources et qui produit des réalisations, un volume d'activité. Et très souvent, quand on parle de l'entreprise, on se limite à ces 3 premiers chaînons de la chaîne de production. Quand on parle d'effets et d'impact, il s'agit de s'interroger sur l'effet de cette activité à court terme et à long terme sur les bénéficiaires. Bénéficiaires qui peuvent être les bénéficiaires directs, mais aussi les bénéficiaires indirects, voire la société dans son ensemble. Ça a été dit, la question de l'impact social va un pas plus loin. Il s'agit d'isoler parmi ces effets ceux qui sont réellement attribuables à l'action de l'organisation. Il s'agit d'isoler le lien causal. Alors, je vais prendre un exemple pour être plus concrète. Prenons le cas d'une entreprise d'insertion. Une entreprise d'insertion mobilise des formateurs, du capital, des machines, des locaux, pour déployer son activité de formation par le travail. Elle va former ses bénéficiaires en les mettant au travail. Ceci va bien sûr générer un volume d'activité, un nombre de bénéficiaires, un nombre de journées de formation. On va pouvoir observer des effets sur ces bénéficiaires qui sont soit retournés à l'emploi, ont entrepris une formation ou retournés dans l'inactivité. Quand on parle d'impact social, il s'agit d'isoler parmi ces effets ceux qui sont vraiment dus à l'action de l'entreprise d'insertion. Et pour ça, il faut en prendre en compte 2 problèmes. Un problème qui est celui du biais de sélection. On pourrait comparer 2 entreprises d'insertion, l'une ayant un taux de réinsertion de 60% et l'autre de 80%, mais en fait, celle qui a un taux de 80% a simplement peut-être écrémé ses bénéficiaires, a pris simplement des bénéficiaires moins vulnérables. Et donc ça ne dit rien de son action concrète, de son action, de sa contribution nette. Il y a aussi les effets de conjoncture, les effets du milieu. Il se peut, et c'est bien le cas aujourd'hui au Québec, qu'il y ait une reprise de l'activité économique et que certains de ces bénéficiaires auraient trouvé un emploi, peu importe s'ils étaient passés dans l'entreprise d'insertion ou s'ils n'étaient pas passés. Et donc, beaucoup de personnes ont à la bouche la question ou la mesure de l'impact social, très peu en font. Très peu en font. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est extrêmement compliqué. Isoler le lien causal est une quête qu'on pourrait parfois qualifier d'impossible. Alors, dans ce contexte-là, il est important de différencier une évaluation du processus d'une évaluation des effets, qu'ils soient à court terme, à long terme, voire de l'impact social. Quand on s'intéresse au processus, on s'intéresse au début de ma chaîne de valeur, se demandant, évaluant la manière dont on mobilise des ressources humaines, on intègre ses bénéficiaires dans l'activité de l'entreprise d'économie sociale. Ce processus peut avoir une valeur en soi. Et quand on respecte l'éthique de l'économie sociale, à savoir avoir une finalité de service plutôt qu'une finalité lucrative, essayer d'implémenter des pratiques de démocratie économique, avoir une certaine autonomie de gestion, avoir une lucrativité limitée, on sait bien que comme acteurs et actrices de l'économie sociale, on valorise cette recherche de la démocratie économique à l'intérieur de l'entreprise. Elle a une valeur en soi. On peut faire l'hypothèse que ce processus amène à certains impacts, à certains effets. On se dit, ben oui, puisque on développe ce processus, on devrait avoir certains effets. Ceci étant dit, cela ne suffit pas. C'est intéressant de vraiment observer ces effets, d'interroger nos hypothèses, ou plutôt nos postulats. Et donc, il s'agit de mieux appréhender nos effets, idéalement causés par l'action, avec toute la question d'isoler le lien causal qui est extrêmement difficile, qu'il soit sur les bénéficiaires directs, donc pour reprendre mon exemple d'entreprise d'insertion, les personnes en insertion, les bénéficiaires indirects, celui du milieu, la société dans son ensemble, par exemple l'État. On peut se demander
quel est le gain net d'une entreprise d'insertion sur les finances publiques de l'État. Un tout petit exemple, celui de la microfinance. On a beaucoup, et on parle toujours de microfinance, notamment dans les pays du Sud. Et très souvent, on a fait le postulat que la microfinance sortait les personnes de la pauvreté, sans trop s'interroger. Alors, deux choses par rapport à ça. D'abord, c'est extrêmement difficile d'isoler l'impact net sur la réduction de la pauvreté. Comme le disait Émilien, le lien est très long et distendu. Il y a des tas de facteurs qui vont bien sûr avoir un impact sur la sortie de la pauvreté des personnes bénéficiaires de la microfinance. C'est pour ça que certaines méthodes d'évaluation, ici je pense à Cerise, s'est dit qu'il vaut mieux évaluer les processus. Et on va essayer de comprendre comment, par exemple, une banque coopérative développe des pratiques en termes d'accès au crédit, de mobilisation des bénéficiaires, qui sont autant de signes qu'elle atteint vraiment les plus pauvres. Ça, c'est une évaluation du processus. Alors, il y a eu des évaluations d'impact, et à mon avis, elles ont été salvatrices, compliquées, montrant, que non, la microfinance, bien souvent, ne sort pas de la pauvreté. Ce n'est pas une surprise, mais le fait de le montrer avec des chiffres a permis de convaincre qu'il s'agissait d'interroger ce postulat fondamental entre microfinance et sortie de la pauvreté. Donc, le contexte, de quoi on parle? Cette chaîne de production, l'impact tout au bout de la chaîne, difficile à appréhender, distinguer les évaluations de processus et d'effets, en montrant plutôt leur complémentarité. Il n'y a pas d'effet sans processus. Il est intéressant, il est très important d'évaluer aussi le processus. Lorsqu'on parle de l'évaluation et qu'on essaye d'entreprendre une démarche d'évaluation, il y a quelques questions à se poser pour poser le cadre de celui-ci. Une évaluation pour qui? Pour quelle partie prenante? En interne, en externe, les financeurs, les acteurs du milieu? Pourquoi? Un outil de pilotage interne, très important. Il s'agit de rendre des comptes aux financeurs, d'évaluer son impact. Va-t-on évaluer le processus ou les effets, voire l'impact? Avec quels moyens? Ben oui, évaluer, il faut mobiliser des ressources. Avec quelle partie prenante? Qui va co-construire l'évaluation, la démarche d'évaluation dans tel ou tel cas? Une fois que ces questions ont été ébauchées, on a donné des réponses, une première question qui est extrêmement importante, si on va plutôt vers l'évaluation des effets, c'est d'identifier les effets. Identifier les effets pertinents en fonction de la mission sociale. C'est bien de dire une entreprise d'insertion, il s'agit de réinsérer les personnes fragilisées sur le marché de l'emploi, on est tous d'accord, mais essayons de cartographier ces effets. Et là, il y a vraiment une étape très importante avec les différentes parties prenantes. Essayez de mettre des mots plus précis sur cette mission de réinsertion dans la société. Quels sont les effets qu'on recherche? Je prends ici un exemple. Nous avons fait une évaluation avec une grosse maison d'accueil pour sans-abri à Bruxelles qui accueille ces sans-abri mais les remet aussi au travail dans une usine de tri de vêtements. Et donc, on a pris le temps vraiment de cartographier les effets avec les membres du conseil d'administration, avec les travailleurs sociaux et avec les bénéficiaires eux-mêmes. Et donc, vous voyez les effets économiques en termes d'amélioration du revenu, le fait de retrouver un emploi, les effets en termes de mobilisation, acquisition de compétences, les effets en termes de santé, les effets psychologiques en termes de bien-être, d'estime de soi, et les effets en termes de réseau, d'amélioration du réseau social de ces personnes désinsérées de la société. Après avoir identifié les effets, ça ne suffit pas. Il faut identifier ou construire des indicateurs. Restant à ce niveau très général, mais comment on va les appréhender? Comment on va mesurer ou appréhender ces différents effets? Et donc vraiment, là, il y a des questions notamment techniques. Parfois, c'est assez facile. Par exemple, pour les effets économiques, aller voir le niveau de revenu ou voir si la personne a trouvé un emploi, c'est assez facile. Mais appréhender le bien-être psychosocial d'une personne, ça demande une collaboration, notamment avec des travaux en psychologie sociale. Se demander quels sont les indicateurs pertinents pour appréhender ces effets. Deuxième étape. Troisième étape,
qui est sans doute la plus ardue, c'est celle de définir la méthodologie. Je pense que, d'une part, il faut être conscient qu'il est très difficile, vous l'avez compris, d'isoler le lien causal. Cependant, il est important de pouvoir se poser la question de la contribution de l'action à ces différents effets. Donc, ça ne suffit pas de développer des indicateurs, il faut se demander aussi la méthodologie qu'on va choisir. Et ici, c'est l'occasion de revenir sur ce qui a été présenté. Le travail du TIES et sur leur site est remarquable. Justement, en cartographiant toutes les méthodes existantes, il y en a certainement d'autres, mais les principales y sont, où par ce tableau, il distingue les méthodes suivant, vous voyez, la chaîne de production, hein, c'est horizontalement, vous voyez, on va des actions à l'impact, et puis, de manière verticale, on distingue différents objectifs de l'évaluation. Suivant l'objectif, s'il s'agit de rendre des comptes, d'évaluer son impact, d'améliorer ses pratiques ou faire de la recherche, les méthodes seront différentes. Alors, peut-être 3 messages par rapport à ce tableau. Ne vous en faites pas, je ne vais pas aller définir, entrer dans la boîte noire de chacune de ces évaluations, de chacune de ces méthodes. C'est extrêmement bien fait sur le site. Première chose, vous voyez que très peu de flèches vont jusqu'au bout, là, jusqu'à l'impact. Hein, il y a uniquement la dernière ligne, hein, les essais randomisés contrôlés, hein, qui sont une méthode d'évaluation extrêmement difficile, coûteuse, mais qui a l'avantage d'essayer d'isoler le lien causal, hein, l'effet net, qui a aussi des critiques en termes de validité externe, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, qui est quasi impossible à faire au niveau d'une organisation et qui a avant tout un objectif d'amélioration de la connaissance faite par des chercheurs. Deuxième message, beaucoup de méthodes qui parlent d'impact ne font pas d'impact. Hein, voyez par exemple le Global Reporting Initiative. En fait, la plupart des indicateurs sont des indicateurs de réalisation, de volume d'activité. Oui, le nombre de bénéficiaires, le nombre de jours de formation, certes, ça nous dit quelque chose. Bon, ça ne nous dit rien sur les effets. Et donc, c'est important à le dire. Troisième message, il y a quand même certaines méthodes, notamment en termes de gouvernance interne, la théorie du changement, qui bien sûr n'a pas la prétention d'isoler de manière pure l'impact net, mais se pose cette question de la contribution de l'action, de notre action aux effets, qui ose se poser ces questions et fait des hypothèses, mais essaye de se demander en quoi l'action d'une organisation permet d'améliorer les effets attendus. Et donc, ça me paraît extrêmement important de voir cette diversité de méthodes suivant les objectifs de l'évaluation. Alors, vous l'avez compris, hein, il y a différentes étapes, et bien sûr, c'est une boucle de rétroaction, on essaye, on a les mains dans le cambouis, ça ne fonctionne pas, on ajuste, on discute, et donc c'est toujours des questions à remettre sur la table. Soit c'est une évaluation one-shot, bon, et donc on prend acte, soit on veut faire un outil de gestion, et donc cette boucle de rétroaction est extrêmement importante. Alors, je voudrais terminer par la partie qui est sans doute la plus importante dans mon message. Je n'ai pas donné de réponse, j'ai soulevé des questions. Je pense qu'il y a des vrais défis. Ma position est la suivante. C'est un débat difficile, mais les acteurs de l'économie sociale ne peuvent l'ignorer. S'ils ne s'emparent pas de ce débat, d'autres vont s'en emparer pour eux. Mais il faut se poser des questions à différents niveaux. D'abord, il y a un vrai défi épistémologique. J'ai pris la métaphore du chemin de crête. Émilien, tu disais que c'est le chemin qui est important. Je partage cette vision des choses. Donc, dans mon chemin de crête, il y a d'abord le fait de reconnaître qu'il faut avoir une position médiane entre la difficulté, les limites, voire l'impossibilité, parfois, mais oui, de quantifier, et en même temps reconnaître qu'il faut une nécessaire objectivation des effets. En effet, on peut le regretter, mais aujourd'hui, ce qui ne se compte pas n'existe pas. Deuxième chemin de crête, c'est reconnaître qu'il y a une quasi-impossibilité d'isoler l'impact net de manière pure et en même temps oser se poser la question
de la contribution de notre entreprise aux effets sur les bénéficiaires, qu'ils soient directs, indirects ou la société dans son ensemble. Organisationnel, va-t-on évaluer les processus ou les effets? Bien sûr que le processus est primordial, sans processus, il n'y a pas d'effet. Mais il faut oser s'interroger sur les effets et ne pas simplement avoir des postulats disant « puisqu'on est d'économie sociale, on va avoir des effets positifs ». Il s'agit d'oser se poser cette question-là. C'est aussi un chemin délicat entre la mesure des effets et l'effet des mesures. Bien sûr qu'il y a un aspect performatif. Le fait d'introduire cette démarche dans une organisation n'est pas neutre, a des effets sur la GRH, sur les types de relations entre parties prenantes. Et il faut être conscient de la mesure de ces effets. Des ressources pour l'évaluation ou des ressources pour l'action? Ben oui, on peut avoir l'impression que quand on consacre des ressources pour l'évaluation, c'est autant de ressources qui ne sont pas dévolues à la mission tournée vers nos bénéficiaires. Et donc, il faut trouver le juste milieu en disant, ben oui, l'évaluation coûte. Et si nos bailleurs externes demandent des ressources pour évaluer, enfin, demandent d'évaluer, il faut leur demander aussi des ressources. Méthodologique, ben oui, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a un foisonnement de méthodes, toutes dotées de biais, parfois compliquées. Il ne faut pas sous-estimer ces aspects méthodologiques qui demandent parfois un réel accompagnement. Et enfin, politique. On pourrait dire, avoir un certain refus de l'évaluation en disant qu'il y a un risque, comme je le disais, de standardisation. Je ne pense pas qu'on peut avoir 3 indicateurs miracles qui vont tout nous dire sur les entreprises d'économie sociale et vont nous permettre de faire du benchmarking. Cependant, il y a un autre risque, c'est de tomber dans le particularisme et disant, bien sûr, chaque méthode, enfin chaque évaluation dans chaque entreprise doit faire ses choix, mais peut-être au risque d'un certain éclatement et d'une non-lisibilité du secteur. Et donc, dans cette question d'asseoir la légitimité, il s'agit de trouver le juste milieu entre standardisation et particularisme. Et enfin, il y a une peur chez les acteurs, peur bien compréhensible, la peur du contrôle. Je l'ai vu dans l'entreprise dans laquelle on avait cette évaluation, là c'était la peur du contrôle entre la direction et les travailleurs sociaux. Ils pensaient qu'avec cet outil, on allait contrôler leur productivité. On peut avoir évidemment cette peur du contrôle entre les financeurs et l'organisation. Elle est là. Mais on peut aussi prendre le chemin suivant, celui du développement de ce qu'on appelle dans le jargon académique de l'entrepreneuriat institutionnel. C'est peut-être l'occasion pour les entreprises d'économie sociale d'agir sur les valeurs et les normes de l'évaluation. Et donc il y a un vrai enjeu politique. Il faut vraiment peut-être prendre cet espace comme un espace possible de création de valeurs et de normes, ou du moins d'infléchissement de valeurs et des normes. Et je pense que le travail qu'a fait le TIES est vraiment inscrit dans cette visée-là. Et donc, si je pouvais avoir un message, vous avez bien vu, j'ai soulevé des questions, j'ai peu donné de réponses, mais je pense qu'il s'agit de oser faire des choix co-construits avec les parties prenantes, en connaissance de cause, à différents niveaux. Et donc, c'est vraiment un chemin de crête pour que les acteurs de l'économie sociale, je sais qu'on affectionne cette maxime au TIES, se définissent eux-mêmes plutôt que d'être définis par d'autres. Voilà, je vous remercie.